Alors, bon, ça marche, très bien. Bonjour à toutes et à tous. Merci tout d'abord de m'inviter à cette conférence qui nous permet de réfléchir collectivement à la question de l'évaluation pour les apprentissages. Alors, mon propos, je vais essayer de le situer comme étant un petit rappel, ce qu'ont dit les collègues ce matin, à savoir que l'évaluation est un objet social. Et donc, l'idée de mon travail et de ma communication, c'est de pouvoir montrer un petit peu les différentes facettes de cet objet social, puisque j'ai mené une enquête dans le cadre de ma thèse de doctorat, puis dans d'autres enquêtes que je vais détailler également, à domicile, chez les parents, pour connaître un petit peu les modalités d'aide concrètes sur les devoirs scolaires, d'une part, et puis également, finalement, qu'est-ce que fait cette évaluation scolaire aux élèves. Alors, l'idée, je le redis encore une fois, dans ma communication, j'ai travaillé sur une partie de mon corpus de thèse et puis sur une recherche qui a été réalisée en grande section de maternelle. L'idée, c'est de dire que finalement, au travers d'observations de classe, au travers d'entretiens menés au domicile parental et familial, on peut essayer de documenter un petit peu cette activité évaluative comme étant finalement un objet social qui transite de l'école à la famille. Alors, si la question des devoirs et du suivi parental scolaire à la maison est bien documentée au travers de nombreux travaux, tels que Rayou, Cacpo, Lahire et puis plus récemment Garcia, ces travaux laissent un petit peu dans l'ombre d'une part la question de l'évaluation scolaire et d'autre part également l'expérience que font les élèves de ces pratiques évaluatives. Et donc vous allez voir dans les extraits les diapos suivantes que j'ai pris dans une partie de mon corpus des extraits de verbatim pour vous montrer à quel point ces propos sont importants pour nous dans la connaissance de cet objet social. Alors, l'expérience des élèves, comment on peut la documenter ? Je vais me référer un petit peu aux travaux de Dubay, qui nous dit que l'expérience, finalement, c'est ce qui m'arrive et c'est ce que j'en fais. Parce que c'est ce que les acteurs font, agissent au travers de situations sociales qu'ils ne maîtrisent pas totalement, mais ils agissent malgré tout. Et donc, vous allez voir que certains élèves ont des usages un peu stratégiques, certaines fois. Alors, je me suis centré sur la question des pratiques évaluatives de classe. Pourquoi ? Parce que l'expérience des élèves, elle est déterminée par les différentes modalités évaluatives qu'ils vivent en classe. Alors, ça peut être les notes, ça peut être les compétences, on en a parlé ce matin, des points de couleur, des coups de tampon. Toutes ces diverses modalités n'offrent pas les mêmes expériences. Alors, ensuite, je me suis également focalisé un petit peu plus, notamment au travers de travail avec les parents, sur les situations interactives formalisées. Si je reprends les propos de Sophie Genelot, c'est les situations évaluatives qui disent leur nom. Parce que ce sont ce type de situations évaluatives que les parents ont à disposition le plus fréquemment. On y reviendra d'ailleurs dans la question du jury. Et puis en troisième point, également, les résultats scolaires, donc les situations évaluatives formalisées, permettent aux parents de suivre le travail de leurs enfants, mais permettent également aux parents de vérifier la qualité de leur aide, d'une part, et puis peuvent également les constituer aux yeux de l'institution comme des acteurs qui sont plutôt des partenaires, tel que ça a été documenté dans l'excellent travail de Cacpo notamment. Alors, j'en viens maintenant à la petite partie
méthodologie que je vais rappeler assez brièvement. Donc je vais faire un petit point sur la méthodologie des enquêtes qui m'a permis de documenter un petit peu les pratiques d'aide parentale et puis comprendre les enjeux de l'évaluation scolaire comme une activité sociale avec un quadruple filtre, c'est-à-dire les relations qui s'opèrent avec les enseignants, avec les parents, avec les pairs et également ce que ça produit sur l'enfant lui-même. Alors, les enquêtes, donc une enquête en maternelle avec des élèves de grande section. Donc, j'ai été interroger ces élèves avec leurs enseignants dans les classes, avec des temps d'observation longs. J'ai essayé d'avoir un regard sur les usages un petit peu stratégiques des élèves dans les salles de classe, donc en regardant avec un petit point de focus différentes situations, pas forcément des pratiques évaluatives, et d'autre part, une enquête menée auprès d'élèves de CP, CM2, 6e et 5e, dans laquelle j'ai pu aussi interroger parents, enfants et enseignants, donc un suivi de plus longue durée, puisque j'ai enquêté dans un établissement notamment qui essayait de promouvoir la notation sans note. Alors, l'idée dans cette enquête, c'est d'essayer de documenter et de reconstruire un petit peu l'expérience que les élèves font de l'ensemble des pratiques évaluatives. Alors, tout d'abord, j'en viens un petit peu à la partie des résultats. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a une intériorisation assez rapide des attentes de résultats des adultes. Alors, comment ça se traduit? Eh bien, en fait, ça se traduit assez vite par ce que Merle décrit comme l'impératif de réussite scolaire. Donc, il décrit comme de la façon suivante, c'est-à-dire une incitation parentale à travailler pour être digne de ses parents, pour conserver leur affection et susciter leur fierté. Alors, en tant qu'enseignant, on le sait, il y a plein de nos élèves qui nous disent qu'ils travaillent pour faire plaisir aux parents et puis également, certaines fois, aux enseignants. Un peu moins fréquemment pour se faire plaisir eux-mêmes. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est que cette incitation, je vais vous le montrer au travers d'extraits de verbatim, elle arrive relativement tôt dans la scolarité, notamment au travers de propos d'élèves très jeunes. Alors, j'ai choisi de vous faire figurer des extraits de verbatim. Donc, je pose la question à l'enfant. C'est un enfant de CP qui est en grande réussite scolaire. Il est évalué sans note, donc il a des points de couleur. Et je lui demande que sa maman lui dit à propos du travail scolaire. Je suis à domicile chez les parents et cet élève me répond que, si j'ai des bonnes notes, finalement, je vais être un bon élève. Il n'a pas de notes pour l'instant. Donc là, on est sur le discours qui est véhiculé par les parents. Ensuite, je lui demande si finalement sa maman lui donne du travail à la maison, donc du travail supplémentaire que celui de l'école, et il me dit oui. Et finalement, il n'a pas envie de le faire, mais il le fait quand même, parce que sinon, il a tout un tas de sanctions, punitions potentielles. Donc ça veut dire que déjà en CP, l'objet évaluation, l'objet social, a des conséquences sur les enfants. Autre élève interrogé, donc là on est un petit peu plus tard dans la scolarité, toujours une élève en réussite scolaire, évaluée sans note, donc dans le collège pilote. Elle me parle des devoirs et puis finalement elle me dit que c'est naturel pour elle de faire ses devoirs. Alors, il me vient l'idée de lui poser la question, et qu'est-ce qui se passerait finalement si tu ne les faisais pas, ces devoirs? Et là, elle me répond que finalement, elle se ferait rattraper un peu par les parents et par les enseignants. Et pour elle, ça deviendrait un petit peu inconfortable parce qu'elle se ferait un peu disputer. Ensuite, également, je voudrais montrer des stratégies socialement distribuées d'anticipation et de préparation des évaluations. Alors, un petit peu plus complexe à élaborer, notamment au travers des entretiens, des observations concrètes d'aide au travail parental. Ici, ce qu'il faut comprendre dans un premier temps, c'est que la réussite scolaire
elle apparaît dans certaines familles comme le résultat d'une alchimie extrêmement complexe. C'est presque impossible de déterminer une variable qui pourrait permettre de prédire ou pas la réussite scolaire. En tout cas, dans les familles dans lesquelles j'ai enquêté, familles favorisées et familles plutôt défavorisées sur le plan social, tous les parents font travailler les enfants, absolument tous, mais avec des variétés extrêmement différentes, comme l'a documenté fort bien d'ailleurs Kakpo, puis Kakpo et Rayou un peu plus récemment. Alors, ici, ce qu'on peut dire, c'est que déjà, ce travail parental, c'est plutôt la mère qui l'effectue, même si ce n'est pas elle qui occupe la position sociale la plus élevée dans la famille, mais c'est toujours dans l'enquête que j'ai réalisée, plutôt la mère qui s'occupe de cette tâche. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que les parents apprennent aux enfants à travailler, à essayer de décoder les attentes professorales dans les situations explicites, formalisées, c'est-à-dire que, ayant eux-mêmes réussi un parcours scolaire, ils sont aptes à décoder les futurs travaux ou les futurs devoirs que les enseignants vont donner à leurs enfants. Cette prédiction, au début, elle fait sourire les enfants, mais elle s'avère extrêmement pertinente, extrêmement juste. Et vous allez voir ensuite dans les propos des élèves qu'ils ont compris que cette méthodologie portait ses fruits et ils la réappliquent par la suite. Ensuite, il y a une anticipation et une préparation minutieuse des évaluations et puis ce que j'ai décrit comme une évaluation seuil. Alors, un petit tableau que vous pourrez consulter ensuite dans la note de l'expert. Là, je vais passer un petit peu rapidement, mais en tout cas, le point central sur ce qui fonde moins la réussite dans les familles un peu plus défavorisées sur le plan culturel, le point central que j'ai identifié, même si c'est une constellation, c'est quand même le passé scolaire douloureux. Alors, pourquoi est-ce que c'est un point central ? Eh bien, tout simplement parce que ce passé scolaire douloureux, symboliquement, disqualifie certains parents pour l'aide au suivi des devoirs. Certains parents ne se sentent pas de le faire, ou alors le suivi s'effectue jusqu'à l'école primaire, mais très peu au-delà. Pourquoi ? Parce que, ça a été documenté dans les travaux de Kakpo notamment, il y a beaucoup de travail basé sur de la mémorisation-restitution, ce que certains parents moins proches de la culture scolaire sont encore capables de faire. Par contre, dès lors qu'on passe au collège, lorsqu'il s'agit de faire une articulation avec tous les savoirs et de se poser la question « qu'est-ce que j'en conclus ?», là, c'est plus complexe pour certains parents. Alors ici, dans le cas de Maëlys, qui est une élève en extrême difficulté, elle me dit qu'elle fait son travail seule. Mais ça ne vous éclaire pas beaucoup. Il faut que je documente ici l'aspect social de l'évaluation, donc je vais documenter l'expérience de l'élève. C'est une élève qui est suivie sur le plan scolaire et psychologique parce qu'elle est en angoisse scolaire. Et puis l'idée pour elle, et ses parents, c'est de ne plus parler de l'école, de ne plus parler de l'évaluation et de rechercher uniquement son bien-être. Parce que même ces enseignants ont peur qu'elle commette un acte un peu difficile. Ensuite, le deuxième élève, ici, que je documente avec sa maman me dit que les devoirs, il les fait très vite dans le bus parce qu'il n'a pas envie de s'acquitter de cette tâche. Alors, dit comme ça, on pourrait se dire qu'il n'y a pas de suivi parental. Or, ce n'est pas tout à fait vrai, puisque la maman a suivi, la maman qui est assistante maternelle, a suivi son enfant. Mais le problème, c'est que cet enfant, il est en difficulté scolaire. Et qu'au travers de son entretien, il me fait comprendre, cet élève, que finalement, avec tout le travail que lui demande sa maman, et au vu de peu de résultats qu'il obtient, finalement, à ses yeux, elle est disqualifiée symboliquement. Donc, désormais, il essaye d'éviter de travailler avec elle. Ensuite, j'en viens sur la partie décodage des attentes professorales. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, certains parents ont appris à leurs enfants à décoder, finalement, à décrypter ce qui pourra survenir à l'évaluation prochaine.
Et c'est un travail assez important. Pourquoi ? Parce que la mère de Irine nous le dit, c'est important de faire travailler la mémoire. Quand il y a une évaluation, déjà le week-end, je la fais travailler pour que ça s'imprègne. Et puis Irine nous le dit, moi je ne sais pas, pour travailler, j'écris, je comprends, je vois ce qu'on pourra me proposer à l'évaluation. Et en plus, si on nous fait faire des exercices, c'est peut-être pas pour rien. Peut-être qu'on les retrouvera par la suite dans l'évaluation. Donc ça veut dire que ces élèves ont une longueur d'avance sur les autres si l'institution scolaire ne décode pas tous les enjeux implicites de l'évaluation scolaire. Je viens sur la partie des notes et compétences seuil, ce que j'ai appelé les exigences de résultats. Alors ici, comment on peut le décrire ? C'est que les parents obligent les enfants à obtenir à chaque évaluation scolaire une évaluation seuil ou une note seuil. Si c'est le cas des évaluations, ça peut être une compétence, on ne descend pas en dessous d'un certain point de couleur. Si c'est une note, on ne descend pas en dessous de 15 ou au-dessous de 16. Et certaines fois, c'est imposé extrêmement brutalement par les enfants. C'est une donnée également qu'on retrouve dans l'enquête de Garcia, qui est assez récente, en 2018. Alors, qu'est-ce qu'elle dit ? Par exemple, maman, quand tu ramènes du bleu, c'est la meilleure compétence dans la classe, donc il n'y a pas de stabilisation forcément des couleurs, elles ne sont pas uniformes dans toutes les classes. Elle me dit que c'est très bien. Et quand tu ramènes du orange, elle dit quoi ? Elle se fâche. Et puis, quand tu as eu un point rouge, elle me dit file dans ta chambre. Donc vous voyez que c'est réinterprété. Cet objet évaluatif, il est contextualisé, il est réinterprété par les parents. Donc quand bien même on adresse des feedbacks aux enfants, tant qu'on ne sait pas comment c'est réinterprété à la maison, ça pose problème. Et puis certaines fois, c'est posé de façon assez abrupte par certains parents, notamment cette maman qui dit c'est un conflit entre mon mari et moi, mais compte tenu dans l'environnement dans lequel ils évoluent, j'ai toujours considéré que en dessous de 16 ou 17, c'est mauvais. Et les résultats ne sont pas admis. Et donc, quand on interroge ensuite l'enfant, il se conforme aux exigences parentales. C'est-à-dire qu'il n'a pas d'autre choix que de le faire. Ou alors, il va à la rupture avec les parents. Dans un autre temps, également, on a aussi la perception différenciée des messages professoraux dans les différentes situations de classe. Alors, par quoi ça se traduit ? Ça se traduit par le statut scolaire. C'est-à-dire que, par exemple, dans toutes les classes dans lesquelles j'ai enquêté, notamment en maternelle ou en primaire, on entend les collègues dire « c'est pas grave de rater, c'est un processus normal de l'apprentissage. On ne va pas chercher à valider tout le temps le produit de l'apprentissage. » Mais les enfants ne l'entendent pas de cette façon. Ça veut dire que ce propos est toujours réinterprété à l'aune de l'exigence parentale. Alors, par exemple, Clément, qui est un élève en grande section, me dit que finalement, la maîtresse dit que c'est pas grave, mais finalement, au bout de 2-3 essais infructueux, elle commence à s'énerver. Donc il décode le fait que c'est pas grave, mais si, en fait, c'est grave. Ça peut potentiellement remettre en question mon statut scolaire à ses yeux. Et c'est ça, l'objet central, c'est que les enfants cherchent à maintenir leur statut scolaire à l'école ou à le faire changer aux yeux des enseignants. Enfin, certains parents ont appris à leurs enfants à décoder leur travail, à faire de l'auto-analyse, de l'autocorrection. Et dès la maternelle, on peut avoir ces moments-là où il y a des enfants qui... non, je ne lève pas le doigt. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas envie de lever mon doigt quand c'est pas bon. Donc j'efface et je recommence. Et ça, on le voit bien en classe. À un moment donné, sur un travail, par exemple de l'ardoise ou sur un autre travail, certains enfants sont capables de modifier leur travail en cours et ils l'ont appris certaines fois auprès des parents. Alors, pour conclure mon propos, l'idée, c'est que
Les parents focalisent leur attention sur les pratiques, les situations évaluatives formalisées explicites, telles que le décrit Sophie, et puis ils régulent leur activité pédagogique en fonction de ces retours-là. D'accord ? Ensuite, certains parents préparent leurs enfants à des décryptages, des attendus professoraux évaluatifs, que ce soit avec des notes ou sans notes. Et puis, j'ai assisté par exemple à des scènes dans les familles où les parents proposaient des travaux supplémentaires, quand bien même on était évalué par compétences. Et puis pour terminer mon propos, je travaille actuellement sur les usages stratégiques menés par les élèves pour détourner un petit peu toutes les contraintes qui pèsent sur eux, c'est-à-dire les contraintes professorales, les contraintes parentales et les contraintes des pairs, notamment au travers des comparaisons délibérées, sociales délibérées. On en a parlé tout à l'heure, je donne un tout petit exemple. Lors de la remise des notes, j'ai pu constater, après beaucoup d'observations en classe, beaucoup d'entretiens avec les enfants, qu'on ne se compare pas avec le meilleur de la classe. On se compare toujours avec une cible la plus proche pour faire en sorte que l'élève puisse ne pas se sentir trop en difficulté au niveau de son estime personnelle. Donc, quand on se dit les notes, quand on se donne les compétences, même si c'est plus difficile de les décrypter, on le fait avec un cercle restreint d'amis. Donc c'est de la comparaison sociale qui est délibérée de la part des élèves, c'est un usage stratégique. Et puis, merci pour votre attention, puisque j'en ai terminé, j'ai un tout petit peu dépassé. Alors, nous allons prendre là où les questions du jury. Oui, monsieur, allez-y. Bonjour, Stéphane Béni, merci beaucoup de cet exposé. Stéphane Bruni, les Stéphane parlent au Stéphane, mais je suis sûr qu'on va élargir le débat, bien sûr. Vous parlez de l'évaluation comme un objet social qui sort de l'école. Donc c'est quand l'école sort de l'école, et vous associez notamment ce dispositif aux aides parentales, aux différentes images de l'école que peuvent avoir les parents, aux différents rapports qu'ils ont ou qu'ils ont eus à l'école, aux différentes formes de soutien qu'ils pensent ou qu'ils essaient d'apporter, et aux différentes manières de le faire. Finalement, vous parlez de biais culturels, et notre question va être sur ce thème-là, parce que le biais culturel nous semble un sujet important, le rapport à l'école de l'élève ou de ses parents. À propos des biais culturels générés par les pratiques éducatives, avez-vous connaissance d'éléments identifiés par la recherche qui pourraient indiquer les feedbacks à privilégier pour les contourner? Ce sera donc notre première question. Si vous me permettez, je formule tout de suite la deuxième à partir d'une formule que vous avez évoquée, l'enfant, le go-between entre l'école et les familles, dans le cadre du lien, dans le cadre plus large du lien entre l'école et les familles. Comment enrichir et comment développer ce lien? Et la question c'est, avez-vous connaissance de dispositifs de classe qui rendraient compte des pratiques évaluatives de classe à destination des parents, autres que les pratiques formalisées explicites qu'on rencontre le plus souvent? Et ces dispositifs sont-ils différents selon les cycles dans le parcours de l'élève donc? Voilà, merci beaucoup par avance. Alors, tout d'abord, je vais répondre à la deuxième question. Je vais répondre tout d'abord à la deuxième question, c'est-à-dire les modalités qui ne sont pas forcément des situations évaluatives explicites. Alors, il y a une modalité qui est déjà connue et qui permet aux enseignants de poursuivre un petit peu le discours, expliciter l'outillage de l'échelle évaluatif, quel qu'il soit, c'est-à-dire le signe évaluatif, que ce soit de la compétence ou que ce soit de la note, eh bien, c'est la rencontre parents-professeurs. Tout bêtement. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les parents ont un peu accès à l'intérieur de ce qui se passe dans la classe. C'est-à-dire que les enseignants vont donner des extraits de moments de vie en classe. Alors, on le voit notamment, j'en discute beaucoup avec mes étudiants en master, ils le vivent énormément, notamment en classe de maternelle. C'est-à-dire que le moment d'accueil, c'est un moment privilégié pour les enseignants pour informer, discuter un petit peu avec les parents, pour éclairer les parents sur les processus d'apprentissage et un peu moins sur les produits.
D'accord ? Ce qu'on insiste et ce qui a été fort bien documenté par Christophe Joignot, on verra son intervention par la suite. Ensuite, sur la première question, s'agissant du biais culturel, alors ça a été extrêmement bien documenté par Séverine Cacpeau dans son ouvrage Les Devoirs. Là, il n'y a pas réellement de solution, si ce n'est que est-ce qu'on peut imaginer que l'école, l'institution scolaire tout du moins, puisse donner les codes aux enfants qui sont issus de familles un peu plus défavorisées? Est-ce que ce temps de devoir pourrait, donc hors classe, dans ce que Rayou appelle la boucle des devoirs, est-ce que finalement ce temps ne pourrait pas être probablement peut-être réalisé un temps en classe pour essayer de limiter un petit peu ce biais culturel? Parce que finalement, on voit bien que les enfants de familles un peu plus favorisées tirent un avantage non négligeable à ces situations. Alors, comment est-ce que l'institution scolaire peut prendre en charge ce problème et essayer de limiter cet avantage qui probablement ne fait que se reproduire? C'est une question à part entière à laquelle je peux difficilement répondre en 2 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup.